Et bien voilà, 13h05 sur DC Radio, nous sommes en direct, l'émission À propos d'ici avec Jean-René Cattier. Jean-René Cattier, tu sais que cette émission est bien écoutée. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il fallait que je te donne un surnom. Alors j'ai déjà zappé le surnom, c'est Kikat, il me semble. C'est exact, mais bon, c'est une vieille histoire. Il faudrait m'interviewer pendant 2 ou 3 heures pour que je vous la raconte. Mais pourquoi pas un soir. Que je vous invite, tiens, en invité dans À propos d'ici. Alors Jean-René, notre invité aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui, à propos d'ici, est Bernard Josso. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-René. Et donc, à propos d'ici, Bernard Josso, conseiller régional, conseiller général, ex-conseiller municipal et, d'après les on-dit, en tête de liste des municipales pour la ville de Gap, il me semble, oui, c'est ça ? En tout cas, j'ai annoncé, j'ai dit que j'étais prêt et j'irai. Donc on va commencer par le conseiller régional. Alors, vous êtes conseiller régional. On ne parle pas beaucoup de la région dans le département, mais je crois que quand même la région aide d'une manière très sensible certains investissements, notamment sur la ville de Gap, parce qu'on va parler un peu de la ville de Gap. Donc sur la ville de Gap, quels sont les investissements que vous avez réalisés, accompagnés par la région et des montants importants ? Alors, sur la ville de Gap, l'intervention de la ville et l'intervention de la région est importante. Elle est importante d'abord dans le cadre de ce qui était, il y a longtemps, le contrat de ville, qui est ensuite devenu le CUX, et sur laquelle la région intervient de manière massive. C'est-à-dire que toutes les fois que dans un quartier, on réalise par exemple des jardins familiaux, quand on réalise un multisport, voilà, quand on fait des aménagements, voilà, vraiment pour les habitants des quartiers, la région intervient et souvent est le premier financeur de ces équipements. À quelle hauteur ? C'est très variable, mais parfois c'est en fonction des cas, ça peut être 10, mais ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 50. Voilà. Donc c'est un acteur important dans les quartiers des villes. La deuxième chose, c'est sur des investissements qui sont importants pour les jeunes, comme le foyer des jeunes travailleurs. La région a été le premier financeur à égalité avec l'État, loin devant la ville de Gap, le Conseil général et d'autres. On vient d'inaugurer hier la maison des Tamaris. Alors c'est un foyer qui, honnêtement, était en déshérence, c'est-à-dire que au fil des années, c'est un foyer qui était là pour les travailleurs migrants. Oui, pour les vieux Gapençais, c'était le foyer Sonacotra. C'était l'ancien foyer Sonacotra, voilà. Qui petit à petit était devenu quand même un lieu où la vie était à peine tenable. Donc c'est devenu aujourd'hui un lieu de vie important avec des services à l'intérieur, et il a fallu refaire l'ensemble du bâtiment. Là-dessus, encore une fois, la région est le premier financeur après l'État, bien évidemment, parce que l'État a une compétence particulière. Mais je voudrais quand même dire que là, on s'intéresse à des gens qui aujourd'hui sont âgés, sont des retraités pour la plupart, il y a aussi des jeunes, que c'est, me semble-t-il, une compétence du département d'abord, et l'action sociale est aussi une compétence de la ville de Gap. J'ai noté que voilà, la région, elle, était intervenue de manière très très forte, à hauteur de 230 000 euros, quand les autres partenaires parfois étaient à 23 000 euros, c'est-à-dire 10 fois moins. Donc je suis heureux, moi, en tant que représentant de la région, que ça se fasse, mais j'aimerais bien que ça se fasse parfois de manière un peu plus équilibrée, et que, au-delà des congratulations qui sont normales, parce que c'est un projet partenarial difficile à mettre en œuvre, mais il faut à un moment que chacun prenne ses responsabilités, et puis parfois mettre aussi les moyens qui sont nécessaires sur la table. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Quel exemple un peu fort alors du foyer Sonacotra ou d'autres Non, mais là par exemple, alors Gap est une ville qui bénéficie, et fort heureusement, d'un institut de formation en soins infirmiers. C'est pas le cas partout dans tous les départements. Je connais un petit peu sa directrice, mais il n'en demeure pas moins que pendant des années et des années, cet institut était logé à l'intérieur de l'hôpital et n'était pas la priorité, parce qu'effectivement, dans un hôpital, la priorité, c'est de prendre en charge les patients et puis de leur donner les moyens d'être le mieux soignés possible, et aux soignants d'avoir des conditions de travail intéressantes. Mais toujours est-il que l'école d'infirmière était devenue un lieu où on ne pouvait plus enseigner de manière très très efficace et très.
la région, depuis qu'elle a pris en charge les écoles d'infirmières, elle a rénové quelques-unes. Dans le cadre de la santé, c'est dans le cadre de... C'est des prérogatives alors, pour la région, c'est dans le cadre de la formation professionnelle. Et dans ce cadre-là, l'État a rétrocédé l'ensemble des écoles d'infirmières de la région. Toutes n'étaient pas dans un état aussi catastrophique que la ville de Gap, mais beaucoup étaient quand même, dans de certaines difficultés. Bon, on a beaucoup travaillé pour que à Gap, on puisse avoir une école d'infirmières, cette IFSI, qui soit de meilleure qualité, équipée des derniers équipements possibles. En particulier, au sein du nouvel IFSI, il y a ce qu'on appelle une salle de pratique qui reproduit un service comme il existe dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'avec les mêmes arrivées de fluides, avec un même lit, avec la possibilité de mettre en situation les infirmières. On a complètement rénové l'ensemble des locaux, enfin pas des locaux anciens, mais on l'a fait au sein du pôle universitaire. Voilà, c'est un investissement très très important de la région, à hauteur de 2 millions d'euros, qui est fait par la région en totalité, à part 20% d'apport de l'hôpital, sans aucune intervention ni des collectivités locales. Je pense que ça c'est un vrai plus. D'abord, ça a été un plus pour les entreprises locales qui ont fait le travail et qui ont bénéficié de cet apport de travaux, mais c'est surtout et pour l'image et pour la qualité de la formation des infirmières quelque chose de fort. Bon. Et puis dans le département, la région intervient partout. Elle intervient sur les stations de ski. Alors pas directement sur les stations, mais on peut noter par exemple Monétier-les-Bains. Si on a aujourd'hui des bains, ce bel équipement c'est grâce à la région. On est en train de faire un peu la même chose sur Montgenèvre. Voilà. Il y a des équipements. Il faut pas négliger le fait que la région intervient à côté du Conseil général et pas à côté du Conseil général, c'est-à-dire en appui du Conseil général sur les routes, à hauteur de 4 millions d'euros depuis plusieurs années, qu'il y a toujours dans le cadre de la Convention de solidarité 2 millions d'euros qui sont mis à disposition également de cette collectivité, le Conseil général, pour d'autres actions, que ce soit en matière culturelle, en matière d'environnement, etc. Voilà. Sur les parcs régionaux, le parc du Caire en particulier, le parc des Baronnies qui est en train de se créer, il y a là aussi une intervention massive de la région. Voilà, on pourrait multiplier. Enfin, si aujourd'hui, dans le cadre de l'assainissement, un certain nombre de communes arrivent à s'équiper, c'est grâce à la région. En matière culturelle et de patrimoine, l'apport de la région est le premier rapport avec l'État pour la rénovation des églises, du petit patrimoine des communes, etc. Voilà. La région, si elle n'était pas dans le département, je pense aujourd'hui nous aurions de grandes difficultés pour faire aboutir les projets. Oui, donc en termes de communication, la région sur le terrain ne communique pas tellement finalement. Elle est là en appui, mais elle ne communique pas. En plus, vous êtes chargé du patrimoine, donc vous pourriez de temps en temps faire resplendir nos vieilles églises. Alors, voir nos temples protestants. Oui, les églises et les temples et autres, mais et le patrimoine militaire aussi, puisque la région intervient en ce moment de manière assez forte sur le patrimoine de Vauban. Mais alors là-dessus, d'abord, la région est toujours accusée de faire des dépenses somptuaires. On l'a entendu il n'y a pas si longtemps. Si vous voulez. Mais en réalité, la communication de la région est quand même effectivement faible. On ne sait pas tout ce que fait la région dans notre département, et pourtant c'est indispensable. Alors peut-être que cet aspect-là devrait être mieux mis en valeur, mais il faut dire aussi que parfois on nous laisse que une place très marginale. Enfin voilà, moi je vois encore sur les journées du patrimoine, j'étais aux côtés du maire de Gap, aux côtés du conseil général, aux côtés de l'État, aux côtés du préfet sur les journées du patrimoine. La région qui est celui qui intervient, enfin la collectivité qui intervient le plus sur le patrimoine culturel dans ce département après l'État, n'a même pas été citée. Voilà. Alors, est-ce un problème politique ? Je ne sais pas si c'est un problème politique. C'est peut-être justement que la région agit de manière diffuse et souvent en partenariat sur les projets, parce qu'elle n'est pas maître d'ouvrage sur les projets du département. Et je voudrais pas non plus jeter la pierre, mais je pense qu'il y aurait une certaine élégance à citer au moins la région comme étant le partenaire. C'est pas toujours le cas.
Et cette petite mise au point est en fait, bien sûr, nous avons parlé donc des hélicoptères de Monsieur le Président de la région, Monsieur Vauzel. Qu'en est-il ? Il doit répondre et se positionner face à la Cour des comptes régionale, il me semble. Enfin, moi, j'ai lu avec attention le rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, plus exactement. Chambre régionale, oui. Ouais. Alors, d'abord, il y a quelques remarques qui sont faites sur la gestion de la région en tant que telle, mais qui sont pour une grande partie de pure forme et qui, entre le moment où elles ont été élaborées, puisqu'il y a eu 2 ans de rapport, et aujourd'hui, ça a été pris en compte, c'est-à-dire qu'en particulier sur le contrôle de gestion, sur un certain nombre de choses, il y a des véritables procédures qui ont été mises en place au niveau de la région. Après, ce qui a été pointé du doigt de manière un peu, un peu médiatique, un peu forte, serait la manière dont le président use des moyens de la région pour son propre compte. Là, je crois que c'est vraiment un mauvais procès. C'est-à-dire que il est vrai que le président, pour un certain nombre de ses déplacements, parfois est amené à utiliser des moyens que vous et moi n'utilisons pas, un hélicoptère ou autre. Mais c'est quand même quelqu'un qui a en charge une région qui est extrêmement vaste, qui n'est pas toujours extrêmement bien desservie, on le sait bien dans notre département, et qui a un agenda, et heureusement, parce qu'il travaille beaucoup, et un agenda qui lui permet pas toujours non plus, de passer 3 heures ou 4 heures de transport. Donc parfois, de la Grave à Arles, ça fait loin, quoi. Ça fait un peu loin, même jusqu'à Marseille, sans aller jusqu'à Arles. Mais toujours est-il que il faut pas peut-être monter en épingle des choses qui sont finalement de l'ordre normal de la gestion d'une collectivité. Après, il y a toujours des polémiques sur la question, mais je crois quand même qu'il faudrait les ramener à leur juste niveau. Puisqu'on parlait un peu de buzz, est-ce que vous pensez qu'il vaudrait pas mieux que on garde les téléphones portables sur les passages cloutés à pied que de regarder ses tablettes et son portable aux assemblées nationales? Écoutez, j'ai entendu effectivement qu'un sénateur qu'on connaît bien, avait fait une proposition de loi. Alors, je pense que son objectif, c'est de protéger les gens qui aujourd'hui sont en possession comme quasiment nous tous, de téléphones portables qui aujourd'hui sont plus seulement des téléphones, mais sont des petits ordinateurs qu'on trimballe partout avec nous. Alors, c'est louable. Maintenant, est-ce bien l'essentiel? Je ne sais pas. Qu'on puisse attirer l'attention sur les dangers qu'il y a à ne pas être attentif quand on traverse une route, c'est une bonne chose. De là à interdire la pratique des portables, ça condamner. Ça me paraît avoir franchi un seuil que je ne suis pas sûr qu'il soit dans l'air du temps. Oui, il faudrait peut-être aussi interdire les mini-jupes parce que ça nous fait tourner la tête. Pour les automobilistes, c'est peut-être dangereux aussi. Oui, mais bon, pas que les automobilistes. Bon, ce point étant dit, on parlait des transports dans la région. Or, la région est quand même responsable, à une délégation importante sur les transports. Or, éternellement, on va pas revenir sur l'autoroute, mais au niveau du transport ferroviaire, je crois qu'il y a quand même un problème entre Marseille et Briançon, où des travaux énormes ont été faits entre Marseille et Aix déjà, où la région s'est beaucoup investie. Que pensez-vous faire et comment on peut arriver à avoir une liaison ferroviaire qui soit efficace et je dirais sécurisée? Alors, il faut bien voir que la ligne des Alpes pose de réels problèmes. Elle pose d'abord, le premier, c'est que c'est une voie unique, puisqu'on a plus depuis très longtemps, qu'une seule voie. Comme le département des Hautes-Alpes, il est unique. Il est unique. C'est peut-être pour ça, non? Mais donc ça pose déjà de véritables problèmes, parce que quand un train circule dans un sens entre minimum 2 gares, ou en tout cas 2 endroits où on pourrait se croiser, il peut pas y en avoir un qui circule dans l'autre sens. Donc déjà, ça fait baisser les cadences. Oui. Donc ça oblige les trains parfois à s'arrêter, là en laisser passer un autre, ça interdit d'avoir une circulation. Bon, là-dessus, la région avec la SNCF et RFF travaille d'abord sur trouver des moyens déjà un peu plus dynamiques de
croisement des trains, c'est-à-dire que on puisse anticiper un petit peu mieux les choses et parfois aller un petit peu plus loin, et ça permettra peut-être de gagner un peu de temps. La deuxième chose, c'est qu'il y a des travaux d'infrastructure lourds à faire. Alors, ils ont été entamés là déjà depuis l'ancien contrat de projet qui arrive à terme. Où la région a été une des premières de France à avoir le financement. Elle investit de manière massive mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, et je le comprends, les Briançonnais, les Gapençais n'ont pas l'impression d'avoir gagné du temps pour rejoindre Marseille, et c'est un véritable problème. Se profile aujourd'hui le nouveau contrat de plan État-région, dans lequel, encore une fois, la ligne des Alpes aura sa part. Enfin, moi, j'en ai encore parlé avec Jean-Yves Petit, qui est vice-président des transports à la région la semaine dernière. C'est un des axes forts sur lesquels on travaillera. Mais il faut pas se leurrer. On pourra peut-être gagner un petit peu de temps. On gagnera du confort, c'est sûr. On gagnera, mais on sera hélas jamais à beaucoup moins de 3 heures de Marseille par le train à Gap, en tout cas dans les conditions actuelles. Il faudrait, ce serait plus des investissements sur le confortement d'une ligne, il faudrait quasiment en construire une nouvelle, et ça, c'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans l'air du temps. Alors, pour revenir, et pour faire le lien avec la ville de Gap, il y a quand même, de mémoire, 3 ou 4 passages à niveau un peu dangereux sur le secteur de Gap. Est-ce que vous attendez qu'il y ait un gros accident, qu'il y ait un véritable problème qu'on a échappé il y a pas très longtemps, notamment avenue Commandant Dumont? Est-ce qu'il y a des réflexions, est-ce qu'il y a des objectifs qui sont à atteindre sur ces passages à niveau sur Gap, qui quand même un jour risquent de créer une véritable catastrophe? Alors, le passage à niveau, qui est effectivement le plus délicat dans Gap, c'est celui de l'avenue Commandant Dumont. Alors, il y a la réflexion depuis longtemps de la réfection de la gare. Oui, d'un tunnel. Avait été évoquée l'idée d'éloigner la gare. Mais finalement, techniquement, ça ne résolvait pas le problème. Après, il y a 2 solutions, il y en a même 3 à mon avis. Une solution qui consisterait à faire une espèce d'estacade au-dessus de la voie ferrée, une autre qui serait de construire un tunnel, et la troisième, c'est peut-être de dévier la circulation qui aujourd'hui passe par ce passage à niveau. Sur les 3 aujourd'hui, c'est la ville de Gap qui a la main. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans le cadre de ce que pourrait faire la SNCF. On pourrait solliciter la région, on pourrait solliciter la SNCF pour être cofinanceur des travaux, mais on est bien là dans un cadre où c'est la ville de Gap qui pourrait être maître de son destin. Alors, à titre personnel, je pense que et le tunnel et l'estacade sont extrêmement compliqués. On le voit bien parce qu'on est dans une route qui est en pente, et dans laquelle il est difficile techniquement de faire soit un tunnel, soit une estacade, parce que on n'a pas beaucoup de recul quand on va vers le rond-point du Cèdre, et on aurait du mal à ressortir que ce soit un tunnel. Voilà. Reste la solution, à mon avis, qu'il faudra explorer. Alors, je dis pas qu'elle est simple, mais peut-être explorer l'idée que il faudrait peut-être dévier la RN 85 à ce niveau-là, et peut-être la faire arriver un peu plus loin. Ça permettrait, on sait bien qu'il y a aujourd'hui un tout petit ouvrage au-delà au niveau du bocage, qu'on puisse étudier l'idée que cette route puisse être déviée de manière définitive. Alors, ça aurait des inconvénients, bien sûr, c'est que la liaison directe avec le centre-ville en venant du nord serait peut-être un peu éloignée, mais en revanche, ça aurait, me semble-t-il, un avantage réel, ça serait d'élargir le centre-ville de Gap, qui aujourd'hui est complètement coincé entre 2 ronds-points, entre 2 ronds-points, et le boulevard Pompidou d'un côté. Donc je pense que là il y a une vraie réflexion à avoir, et qui pourrait peut-être déboucher sur à la fois un problème de sécurité, mais au-delà un problème, résoudre comme ça une équation d'urbanisme qui est aujourd'hui compliquée. Oui, parce qu'on nous parle de la rocade depuis 1974 à peu près à Gap. Elle est toujours pas, même si on nous dit que tous les mois les travaux vont intervenir, parce que la rocade de Gap serait peut-être aussi sans mettre la voie ferrée à côté, puisque ça serait assez large, mais cette rocade de Gap, elle va sortir, elle va pas sortir. Qu'en est-il de cette histoire depuis 1974? Oui. Alors, la rocade de Gap, ça a été un serpent de mer pendant des décennies. Aujourd'hui, ça devient une quasi-réalité, c'est-à-dire que
Les appels d'offres, et je m'en suis enquis la semaine dernière, sont sur le point d'être lancés pour les travaux préparatoires. Logiquement, le gros des terrassements devrait pouvoir intervenir dans le courant de l'année 2014. Alors, certains parlent du mois d'avril, c'est les plus optimistes, d'autres du mois de septembre. Après le mois de mars, quoi. De toute façon, après le mois de mars, mais je crois pas que ce soit le calendrier des municipales qui soit en cause en l'occurrence. Bon, donc cette partie-là, mais qui n'est que la partie centrale de la rocade, est aujourd'hui une quasi-certitude. C'est-à-dire qu'elle va attaquer, les travaux vont être là, même si ça pose des problèmes encore aujourd'hui techniques, et parfois, et là on peut quand même se poser des questions, que ces nombreuses années, par exemple, n'aient pas réussi à démêler des problèmes aussi simples que les rapports entre la ville de Gap et le canal de Gap pour déplacer une simple conduite, et qu'on a failli retarder d'1 an le projet juste pour cette toute petite affaire, qu'il a fallu l'intervention du préfet pour arriver à ce qu'on en sorte. C'est un peu étonnant. Mais toujours est-il qu'on est là dans quelque chose qui est sur le point de commencer, mais qui permettra de relier la route départementale 994, c'est-à-dire la route de Veynes, et la RN 85, c'est-à-dire la route de Grenoble. Mais il restera quand même au moins le chaînon manquant entre la RN 85 et la RN 94, c'est-à-dire la route d'Amboin, de Briançon. Et cette partie-là, c'est un véritable enjeu aussi du contrat de plan interrégion. C'est-à-dire que il faudra qu'on soit pugnace, attentif à ce qui se passe pour qu'il apparaisse réellement dans ce futur contrat de plan interrégion, parce que c'est une nécessité. Le chaînon central est important, mais en soi, il n'a pas beaucoup de sens si on ne va pas jusqu'au bout de la rocade. Oui, et le troisième chaînon, alors, qui est j'allais dire du carrefour des sénateurs, comme on l'appelle, du sénateur Émile Didier, jusqu'à la Tour Ronde, parce que ça devait être à une époque, ça devait être le deuxième axe. Alors aujourd'hui, compte tenu de l'existence de la route des Essanières, sans être une autoroute, mais de toute façon la rocade n'est pas une autoroute. C'est juste au départ, ça devait être une 2 fois 2 voies. Ça devait être une 2 fois 2 voies, mais d'ailleurs ils ont pris les terrains pour 2 fois 2 voies. Ils avaient à l'époque gelé les terrains pour 2 fois 2 voies, mais ça sera bien une voie urbaine, c'est-à-dire que on est là dans une double voie qui sera avec une limitation de vitesse à 70 km/h, avec non pas des passages dénivelés, mais bien des passages avec des ronds-points, des carrefours avec des ronds-points, des carrefours. Voilà, on n'est pas dans le cas d'une grande rocade à 2 fois 2 voies. Alors, moi, à titre personnel, je pense que c'était quelque chose qui aurait pu être envisageable. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Aujourd'hui, de toute façon, la décision a été tranchée il y a maintenant presque 8 ans. Donc c'est effectivement une rocade qui a la dimension d'une voie urbaine, c'est-à-dire une fois une voie dans un sens, une fois une voie dans l'autre sens, avec en revanche une piste cyclable à côté, des facilités aussi d'accès. Mais ça ne résoudra pas de toute façon l'ensemble des difficultés de circulation de la ville de Gap. Et encore une fois, elle n'aura de sens que quand de la route de Marseille, en passant par la route des Essanières, le chaînon qui va être fait, on arrivera quand même à réaliser l'autre et le dernier chaînon. Oui, parce qu'un certain nombre de Gapençais se sont posé la question en disant ce projet il date de 1974. Or depuis, notamment sur un certain nombre de secteurs, on dit, mais pourquoi la faire là et pourquoi pas la faire 3 km au-dessus ou 4 km au-dessus où ça sera un véritable boulevard urbain. Alors, est-ce que ces décisions qui n'ont pas été prises depuis 40 ans, est-ce que on pourrait pas les revoir aussi? C'eût été possible de les revoir en leur temps. C'est-à-dire que si c'est des questions qui s'étaient posées il y a 6-7 ans, il était peut-être encore temps. Aujourd'hui, l'ensemble des financements ont été faits sur la définition actuelle de cette rocade. Et puis, il y a au-delà, il y a les autorisations, les enquêtes d'utilité publique, etc., qui se sont faits sur ce projet-là. Donc, on ne peut pas imaginer de le faire au-dessus. C'est trop tard. En revanche, moi, je me souviens d'un temps qui aujourd'hui paraît éloigné, mais 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, c'est ça. Mais justement, il y a plus de 20 ans, me semble-t-il, un ministre de la République, Monsieur Delebarre, avait fait une proposition qui était simple et claire, qui était de faire passer l'autoroute par Charance et de faire en tranchée couverte avec la rocade qui venait couvrir cette autoroute. Je pense que
à ce moment-là, voilà, si d'autres décisions locales avaient été prises, d'abord, on aurait peut-être fait avancer un projet qui aujourd'hui est complètement planté, et d'autre part, on aurait avancé de quasiment 20 ans la réalisation de cette rocade. Mais comme on ne refait pas l'histoire, aujourd'hui, on fait avec les projets qu'on a et les projets qu'on sait financer. Oui, souvent, je pense qu'en politique, on subit les erreurs de nos ancêtres un peu. Mais pour revenir à la ville de Gap, nous recevions à DC Radio, à propos d'ici la semaine dernière, le président de Gap for Expo, qui avait après son assemblée générale, et il parlait de son désir de redynamiser le centre de ville de Gap en des termes un peu violents par rapport à sa situation. Qu'en pensez-vous ? Comment pouvons-nous redévelopper ce centre-ville en termes économiques et en termes commerciaux ? Moi, je crois que le centre de ville de Gap, c'est essentiel. Alors, parce que d'abord, c'est un vrai foyer de vie. Enfin, il y a un nombre important de Gapençais habitent, donc il faut qu'il y ait un commerce de proximité. La deuxième chose, c'est que et après tout, moi je suis assez content qu'on ait mis la maison du tourisme en plein cœur de la ville, parce que alors, même si je suis pas sûr qu'on fasse tout ce qu'il faut pour rendre Gap attractive, en tout cas, c'est au moins le signe que voilà, il y a une volonté de situer le centre-ville comme le cœur de Gap. Et le cœur, il doit être non seulement voilà, un cœur de vie, mais un cœur économique. Alors aujourd'hui, on voit bien, et c'est ça, il suffit de se balader dans le centre-ville, beaucoup de commerces ferment, on a beaucoup de rideaux baissés, et c'est quand même un crève-cœur. Je crois qu'on est confronté à plusieurs problèmes. D'abord, l'image du centre-ville n'est pas nette. On n'a pas, voilà, on ne sait pas la vendre, on ne sait pas comment lui donner un caractère particulier. La deuxième chose, c'est la capacité d'accéder au centre-ville, de se garer éventuellement quand on est en voiture, mais d'accéder par d'autres moyens. Aujourd'hui, ces moyens différents n'existent pas. Et la deuxième chose, on est confronté à un problème réel, c'est que Gap attire très largement des populations qui habitent à l'extérieur de Gap, sur la Bâtie-Neuve, Tallard, voire Chorges même, ou encore Nef, et ces secteurs-là qui sont proches de Gap, qui viennent vers Gap communément, parce que c'est là où nombre des personnes travaillent. Rien ne les arrête, rien ne leur donne l'envie aujourd'hui de laisser leur voiture un peu à l'extérieur, et ils viennent squatter le centre-ville de Gap. Et ces voitures qui sont d'une certaine manière parasites, c'est-à-dire au sens où elles sont là toute la journée et elles empêchent une rotation pour alimenter le commerce, il faut arriver à les maintenir à l'extérieur. Et me semble-t-il, pour arriver à les maintenir à l'extérieur, il n'y a qu'une solution. La solution, c'est d'abord d'avoir des transports en commun qui soient efficaces, avec une cadence suffisamment rapide, qui aille plus vite que la circulation des voitures, et d'autre part, avoir des vrais parkings de dissuasion, mais reculés aux alentours de Tokoro, aux alentours de la caserne aujourd'hui du 4e RC, de manière à ce que voilà, on vienne capter ces gens-là, qu'on laisse plusieurs. Et là, enfin, pour que ça marche, il faut qu'on arrive à capter des milliers de voitures, de manière à ce que le centre-ville, demain, soit un lieu où, quand on a besoin d'y venir, on puisse y trouver une place sans être obligé de construire 10 parkings de proximité, mais avec l'équipement actuel. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire sur la modernisation, mais la modernisation réelle des transports publics, c'est-à-dire, au minimum, une ligne nord-sud qui soit ce qu'on appelle aujourd'hui les bus à haut niveau de service, c'est-à-dire qu'on puisse les désengluer sur la majorité du tracé de la circulation d'une part, et d'autre part qu'il y ait un cadençage qui permette aux gens de faire les 2 ou 3 ou 4 kilomètres qui les séparent du parking de leur lieu de travail de manière confortable, rapide, et voilà, et que la voiture ne soit plus le seul élément de transport. Vous avez parlé des communes aux alentours de Gap, alors forcément ça me fait penser à une idée qui peut-être financièrement pour la ville de Gap serait peut-être très intéressante, et pour l'ensemble de la population du bassin gapençais, c'est la fameuse fameuse agglomération gapençaise. Alors, c'est un peu au point mort, là. Il y a quoi ? Il y a une commune, 2 communes ? Alors, la communauté d'agglomération, aujourd'hui, est réduite aux acquets, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a la ville de Gap et 2 autres communes. Bon.
est-ce que c'est bien raisonnable d'appeler communauté d'agglomération un si petit ensemble? Alors, pas petit par le nombre d'habitants, puisque la ville de Gap à elle seule a 40 000 habitants, mais on voit bien que le bassin gapençais, il va bien au-delà de Gap et de ces deux communes, il ne peut pas ne pas englober Tallard, la Bâtie-Neuve, Nef, et voire peut-être un peu au-delà. Enfin, il faudra réfléchir un jour même à Vennes. Mais donc aujourd'hui, cette communauté d'agglomération telle qu'elle existe, elle existe. Et après tout, c'est pas moi qui en ai décidé, c'est le préfet et les maires de chacune de ces communes. Mais elle n'est pas en mesure d'être le creuset d'un véritable projet de vie, et d'un véritable projet économique, d'un véritable projet culturel sur ce grand ensemble. Donc il faut effectivement, dans les années qui viennent, travailler à rapprocher les points de vue, à trouver les modalités qui permettent de travailler ensemble vraiment. Parce que on parlait des transports, les transports sont un axe fort sur lequel il faut qu'on travaille. Mais on le voit bien, Gap est aujourd'hui le lieu dans lequel on a des équipements culturels de grande qualité, comme la passerelle, on a des lieux sportifs importants, la patinoire, la piscine, le stade de foot, le stade de foot, etc. On a toute une série de services qui existent à Gap, qui n'existent pas ailleurs, et qui viennent donc qui permettent aux gens des alentours d'être en phase avec les collectivités, l'État, l'hôpital, etc. Donc tout ça nécessite qu'on ait une réflexion d'ensemble sur notre avenir commun, parce que c'est un avenir commun, c'est pas un avenir qui se décide à la Bâtie-Neuve ou à Tallard ou dans la mairie de Gap, c'est un avenir qu'il faut qu'on construise ensemble. Alors, ces dernières années, le chantier était sur la table, avec, me semble-t-il, de vraies chances d'aboutir. Si on est arrivé à un tel échec, parce que c'est un échec, je crois que c'est parce qu'on n'a pas su mener à bien le dialogue. C'est un problème de personne, alors? Ou de méthode, c'est au sens où on peut pas se retrancher derrière juste la lettre de la loi. Il faut aller au-delà, il faut voir ce qu'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est d'abord d'essayer d'avoir un projet commun, et donc de le construire, de le négocier. Et la deuxième chose, c'est de savoir comment est-ce qu'on le mène, ce projet. Et mener ce projet, ça veut dire à un moment être capable de partager le pouvoir. Alors, la loi telle qu'elle était donnait à la ville de Gap la totalité du pouvoir, dans la mesure où, avec ses 40 000 habitants, c'est-à-dire bien plus de la moitié de la population, elle avait à elle seule la majorité au conseil syndical. Au conseil de la communauté d'agglo. Je comprends que ce puisse être inacceptable pour les autres. Donc il y a un moment où même cet aspect de gouvernance aurait dû être négocié de manière équilibrée. C'est-à-dire que la ville de Gap représente la ville centre la plus importante. Il faut qu'elle ait en soi un poids et un rapport, mais il faut que, quelle que soit la décision qui soit prise, elle puisse avoir au minimum l'accord du quart ou du tiers, ou voire de la moitié des communes restantes. Ça veut dire limiter son propre pouvoir et en donner un peu plus aux autres. Et j'ai l'impression que cet effort-là n'a pas été fait. C'est un peu l'esprit montagnard, quoi, en disant je garde le pouvoir et je veux pas. Et est-ce que pendant la campagne, vous allez étendre justement à l'ensemble, par exemple avec le Parti Socialiste ou avec vos amis, essayer d'arriver à un objectif de proposer quelque chose pendant la campagne des municipales sur cette comité d'agglo? Je crois que, sur la communauté d'agglomération, la réalité, c'est qu'il faut reprendre le fil de toutes les discussions, soit qui ont avorté parce qu'elles n'ont pas été menées au bout, soit qui n'ont jamais eu lieu. Alors, je pense pas que ce soit un travail. Il faut rester humble. C'est un travail qui va être de longue haleine, mais qui me semble indispensable. Alors moi, dans la campagne que je vais mener, je vais m'engager à reprendre le fil de ces discussions avec tout le monde pour aboutir. Mais de la même manière, je sais que je vais me heurter même à certains de mes amis politiques. C'est une réalité. Avec le maire de la Bâtie-Neuve, je sais qu'aujourd'hui, il est assez fermé à cette idée, mais je crois aussi qu'il a été échaudé par toute une période où ça n'a pas été mené peut-être de manière suffisamment partenariale. Donc il faut retrouver quels sont les points de blocage, qu'est-ce qui freine aujourd'hui ce partenariat, et puis discuter jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'équilibre.
Parce que c'est quand même le développement, enfin à mon avis, que ce soit financier ou autre, c'est quand même le développement de l'agglomération d'une manière cohérente et structurée. C'est évident, quoi. C'est une évidence. Une des manifestations les plus les plus criantes, c'est en matière de zone d'activité. On voit bien que quand on descend sur la route de Marseille, qu'on voit d'un côté cette zone qui marche bien de Châteauvieux, la zone de Gap qui n'a jamais réussi à décoller, une absence totale de concertation et de travail en commun, on peut se demander ce qu'il en est. On voit naître une zone d'activité juste à côté de l'aérodrome de Tallard. Bon, elle est née au sein d'un CIVU entre Gap et Tallard, c'est vrai, mais d'une certaine manière, elle n'est pas on n'a pas eu de concertation avec ce qui peut se passer à la Bâtie-Neuve, à la Saulce ou ailleurs. Or, je crois que le développement économique, c'est aussi une cohérence du territoire. Ça donne de la cohérence au territoire, et la cohérence du territoire donne de la force à un projet économique pour le bassin gapençais. Et là, je crois qu'il y a une nécessité qu'on s'entende, parce que faire des zones banalisées qui sont toutes les mêmes, que chacun vend en concurrence par rapport à son voisin, n'a pas beaucoup de sens. Alors que être capable de faire une offre qui soit différenciée, où chaque entreprise, en fonction de ses besoins propres, puisse trouver son bonheur à tel endroit ou à tel autre, et que ce soit vendu par l'ensemble du territoire sans mettre en concurrence les territoires infra, ça me paraît comme ça de bon sens et d'évidence. Mais le fait qu'on n'ait pas aujourd'hui de comité d'agglomération l'interdit, parce que chacun ne voit plus que ses propres intérêts. Donc c'était un petit tour économique intéressant des projets sur la ville de Gap. On pourrait encore en parler, puisqu'il y a des concessionnaires automobiles qui sont en train de bouger aussi, donc par exemple de changer la physionomie peut-être à terme de la ville de Gap. Alors on va revenir bassement politique. Alors votre liste est faite, votre liste est pas faite? Ma liste, d'abord c'est pas ma liste, c'est une liste d'abord pour l'ensemble des gapençais, et je veux qu'elle soit représentative de l'ensemble des gapençais. C'est pas une liste politique au sens où bien évidemment, moi je suis membre du Parti Socialiste et je le revendique et je m'en cache pas, mais je pense qu'au niveau de la ville de Gap, ce qui intéresse les gapençais, c'est leur avenir, c'est comment ils vont se déplacer, c'est comment est-ce qu'ils vont travailler, c'est comment ils vont habiter dans la ville de Gap. C'est pas de savoir si ce sont les socialistes, les Verts, le Front de gauche ou d'autres. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une liste ouverte sur cette société, que l'ensemble des problématiques de la ville de Gap puissent être portées, prises en compte par des gens qui, non seulement pour certains, ont une vision politique, un engagement, mais aussi beaucoup d'autres puissent avoir un engagement économique, avoir un engagement associatif, avoir tout simplement apporter ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça me paraît beaucoup plus important aujourd'hui que d'avoir une vision politique. Donc ma liste, elle est loin d'être arrêtée. J'ai des contacts nombreux, et on essaiera de faire une liste avec des gens, qui ont envie de faire progresser cette ville, qui se sentent investis, 2, qui ont la compétence de la porter un peu plus loin, parce que aujourd'hui, on a quand même une politique un peu à courte vue. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse se projeter dans les 10 ans qui viennent, ou 10-15 ans qui viennent, parce qu'il faut moderniser les choses, il faut moderniser les transports, il faut avoir une vision de l'urbanisme qui soit dynamique, qui permette le développement de l'économie, mais également qu'on puisse habiter mieux, consommer moins d'espace. Je pense qu'en matière culturelle, aujourd'hui, on est sur un ronronnement, parfois de bonne aloi, avec de belles réalisations et de beaux spectacles, mais peut-être qu'on ne prend pas en compte une population chez nous qui est extrêmement importante, ce sont les plus jeunes. Aujourd'hui, entre 15 ans et 25 ans, je crains que les jeunes ne se sentent pas véritablement représentés, qu'ils n'aient pas accès à une forme de culture qui soit la leur, qui veuille s'approprier. Et c'est normal, parce que moi j'ai été jeune, j'avais pas les mêmes envies que mes parents à l'époque. Et ça, on le sent bien, c'est quelque chose qui est de plus en plus fort. Il y a ce qu'on appelle Facebook, ce
réseau social que maintenant tout le monde ou presque utilise, il y a eu récemment une page qui s'appelle Gap Ville Morte. Et cette petite page Gap Ville Morte, en fait, c'est l'idée de dire que dans le Gap, on trouve pas, quand on a entre 15 et 25 ans, son bonheur. Il y a eu en 2 jours plus de 12 000 personnes qui sont venues dire j'aime bien cette page parce qu'elle correspond à ma problématique, à ce que je vis tous les jours. Et donc c'est bien le signe qu'il y a là, voilà, quelque chose qu'il faut développer. Il faut faire une offre et il faut la faire avec eux. Voilà. Alors quelle offre pratiquement on pourrait suggérer alors à ces enfants, enfin à ces adolescents ou à ces... Alors, d'abord la première chose à faire, c'est d'aller au-devant d'eux pour qu'ils puissent eux-mêmes dire quelles sont leurs envies, leurs besoins, ce qui pourrait le motiver. Mais d'ores et déjà, on peut bien, sans être grand clair, on peut cibler que sur Gap, en matière musicale, il manque peut-être un outil qui permette de, à la fois mettre à disposition des salles de répétition pour ceux qui veulent, mais en même temps avoir une programmation qui soit complètement décalée par rapport à ce que on voit au Quattro ou à la Passerelle, même si moi j'aime bien ce qui peut s'y faire, mais je pense que c'est en décalage total avec les envies de ces jeunes-là. Donc créer une scène musicale, une scène des musiques actuelles sur Gap, ça me paraîtrait déjà une première chose. Ensuite, il y a un manque aussi de lieux où ils puissent passer une soirée, une nuit, quelque chose d'intermédiaire entre aujourd'hui les boîtes de nuit qui sont pas toujours ce qui est le plus adapté. Les boîtes de nuit, c'est beaucoup dire. Hein. Il y en a pas beaucoup déjà, et les plus jeunes, ils sont pas admis. Voilà, il y a peut-être des lieux qu'on peut inventer pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui puisse être sécurisé pour les parents, mais en même temps dans lesquels ils puissent s'exprimer complètement, danser, avoir écouter de la musique. Peut-être que en matière d'offres, d'activités également culturelles, on est souvent centré sur une frange ou plus âgée ou plus jeune. C'est-à-dire que les activités culturelles, que ce soit musicales, picturales, etc., sont très bien organisées pour les jeunes, les plus jeunes, où on trouve... après, pour les gens qui ont les retraités, c'est très très bien. On trouve tout entre l'université du temps libre, toutes sortes de votre ami Christian Laglia, quand même. Oui, mais heureusement que ça existe. Mais mais à l'université du temps libre, je crois pas que la moyenne d'âge soit très très jeune. Donc il faut qu'on trouve une offre aussi qui leur soit plus adaptée. Et ça, il faut le construire. Il faut le construire avec eux. Alors, il y a des lieux qui me semblent être à l'interface. Par exemple, au centre des centres sociaux, pour en avoir discuté avec plusieurs, c'est aussi un endroit où ils sentent bien qu'ils ont du mal à accrocher ces jeunes. Donc, il faut qu'on arrive à les trouver là. Il faut qu'on aille voir avec les jeunes de l'université. Pourquoi j'allais vous le dire, il y a quand même 1000 étudiants, pratiquement, entre 800 et 1000 étudiants à l'université à Gap. Ils tournent en rond. Quelles sont leurs activités? Je crains que, dans la journée, ils peuvent faire un peu de sport le week-end parce que ça, notre ville et notre département y incitent. Mais au-delà, je pense que la vie pour eux est pas toujours très simple. Elle n'est pas toujours très simple aussi parce que loin des grands centres, on n'a pas la même organisation à Gap que ce qu'on retrouve autour des grands pôles universitaires. En particulier, il faut qu'on travaille aussi peut-être avec le Crous pour que la ville de Gap soit plus accueillante pour ces jeunes, aussi bien en termes d'habitat d'une part, mais en termes aussi de restauration. J'ai appris récemment que ils ont accès par exemple au foyer des jeunes travailleurs, mais avec un ticket de Resto U, quand ils sont dans le pôle universitaire, ils ont un vrai repas, mais compte tenu de la spécificité locale, au foyer des jeunes travailleurs, ils ont droit, je crois, à un plat et quelque chose, mais pas, ils n'ont pas accès. C'est une forme d'inégalité qu'il faut travailler avec aussi le Crous et d'autres, et puis l'université, et puis la ville aussi. La ville, après tout, pourrait très bien mettre à disposition un pôle de logement public, peut-être quelques foyers qui permettent... Une cité universitaire. Une petite cité universitaire, oui. Au-delà du pôle universitaire tel qu'il existe. Oui. Donc, votre programme sera axé là-dessus ou il y a d'autres idées fortes qui peuvent ressortir de vos propositions? Alors, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des propositions de manière plus générale.
et parce que tous les secteurs sont importants. Mais je crois quand même qu'aujourd'hui, la première chose, il faut se projeter dans l'avenir, moderniser la ville, et la modernisation de la ville, elle passe, par une modernisation urbanistique et des transports de la ville, et donc une modernisation des transports qui doit être un axe fort. La deuxième chose, il faut qu'on puisse créer de l'activité à Gap, parce que on est dans une espèce d'économie endogène, voilà, qui s'auto-alimente, mais qui, au final, est très peu productrice de biens ou de services qui sont monnayables ailleurs. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire, parce que c'est la richesse même de notre territoire qui en dépend. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à mobiliser ceux qui ont envie de créer une entreprise pour qu'ils restent sur Gap, leur donner les moyens de rester. Il faut qu'on arrive à attirer des gens qui aujourd'hui travaillent à Marseille, à Aix ou autre, parce qu'on a des conditions de vie qui sont quand même bien meilleures d'une certaine manière, et qu'on a aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, des moyens de les fixer chez nous. Voilà. Donc le télétravail, ça me paraît être un vrai axe de travail. Le tourisme, c'est de fait une activité qui génère des produits qui se vendent à des gens qui ne sont pas chez nous. Et ça, la ville de Gap doit devenir une vraie ville touristique. Elle est aujourd'hui englobée dans le département des Alpes, qui est un département touristique, à proximité de stations de ski qui sont des vrais lieux touristiques, mais la ville de Gap en elle-même n'est pas identifiée comme un lieu de séjour touristique. Et ça, là-dessus, il faut qu'on arrive à travailler. Voilà. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour demain. Il faut faciliter l'accès de l'entreprise aux jeunes aussi, également. Ça veut dire qu'il faut peut-être créer ce qu'on appelle des petits hôtels d'entreprise, des pépinières, des choses comme ça, avec des choses simples qu'on puisse mettre à disposition, par exemple ce que les Américains appellent du plug and play, c'est-à-dire que on arrive, on a rien, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, mais si on a besoin de services, pour 1 heure, pour un jour, pour une semaine, on vient et on paye la journée ou l'heure qu'on a passée ou la semaine qu'on a passée. Mais on n'est pas obligé de s'installer, d'être obligé d'avoir l'électricité, le téléphone, l'eau dans un local qui nous appartient ou qu'on loue. Mais voilà, il faut un moment qu'on facilite tout ce genre de choses. Et après, moi, j'ai une idée forte quand même. On est dans un territoire rural, enclavé physiquement. Je pense que il y a, avec les pouvoirs publics à Paris, avec en particulier le ministère de l'Innovation, un vrai dialogue à ouvrir pour que ces territoires-là puissent avoir des conditions particulières. On a bien fait des zones franches dans les grands centres, à Marseille, à Nice. Je crois que c'est peut-être pas le même dispositif qu'il faut ici mettre en place, mais on a une nécessité à considérer que ces zones plus rurales ont une vocation également à devenir des foyers économiques. Et parce que je pense que c'est une mesure nécessaire d'aménagement du territoire et de desserrement de ces grandes agglomérations qui aujourd'hui deviennent quasiment ingérables. Donc à la fois ça serait bon pour nous, mais ça serait bon aussi pour les autres. Donc je pense que là-dessus, il faut qu'on arrive à trouver les conditions qui font que c'est un peu plus facile de venir s'installer chez nous que parfois ailleurs. On sent que Bernard Josso, vous êtes très impliqué, vous avez plein d'idées et plein de motivation pour travailler pour la ville de Gap. Alors pour un peu décontracter l'atmosphère, un petit questionnaire de Patrick. Oui, absolument, Jean-René. C'est vrai que dans cette émission, on a pris l'habitude de faire un petit peu des questionnaires qui sont librement inspirés de l'émission Tout le monde en parle, l'ancienne émission de Thierry Ardisson, que vous connaissiez puisqu'on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. Donc je vais vous soumettre l'interview de Thierry Ardisson, l'interview prise de tête. Ouh là là. Alors, êtes-vous favorable au clonage ? Le clonage, quand il s'agit de cloner des brebis, ça me dérange pas beaucoup. J'ai entendu il y a pas si longtemps qu'on clonait aussi des chevaux de course aux États-Unis et que ça avait levé une polémique assez importante. Bon, mais comme je suis pas très impliqué, c'est pas très grave. De là à en arriver à un clonage, par exemple un clonage d'image, alors j'y suis honnêtement complètement défavorable. Moi, j'ose même pas imaginer le jour où je croiserai mon double dans la rue. Je suis pas sûr d'aimer. Et le clonage politique ? Le clonage politique, non, je vois pas bien ce qu'on pourrait faire en politique avec le clonage. Enfin, il vaut mieux éviter. Êtes-vous favorable à la fidélité dans le couple ?
La fidélité dans le couple, je crois que c'est, alors là, pour le coup, on rentre dans la sphère privée, c'est-à-dire que la fidélité en tant que telle ne veut pas dire grand-chose. C'est quelque chose qu'on vit avec son conjoint. Donc, on peut être fidèle et très heureux pendant 40 ans avec la même personne. On peut être infidèle et être très heureux avec la même personne avec 40 ans. C'est vraiment une question qui se noue à l'intérieur entre deux personnes. Voilà. C'est pas quelque chose qui est général. Alors justement, êtes-vous favorable au sexe en dehors du mariage ? C'est de la même manière, voilà, c'est encore quelque chose. Mais voilà, il faut que ce soit quelque chose qui puisse être bien vécu. Si ça doit poser des problèmes, c'est pas bien. Dernière question, êtes-vous favorable au couloir de bus ? Alors, les couloirs de bus, moi je l'ai dit, c'est pas une solution en soi, mais c'est souvent une nécessité. C'est-à-dire que avoir un couloir de bus, ça permet au transport public d'être performant, plus efficace et attractif. Voilà, donc moi c'est pour ça que je suis favorable aux couleurs de bus. Et êtes-vous favorable aux questionnaires ? Les questionnaires, de toute façon, ce que j'adore, c'est le lien, et donc le lien il passe souvent par des questions et des réponses. Donc oui, je suis favorable à toutes les questions que vous pourrez bien me poser. Merci. Alors, ça me fait penser, pour les couloirs de bus, il nous reste quelques minutes pour penser aux couloirs de bus. L'idée qui avait germé déjà dans les années 60, si je me rappelle bien, à Grenoble, on parle de plus en plus avec l'entreprise notamment Pomaliansky, de faire des liens aériens, c'est-à-dire de mettre des œufs ou autres autruches au-dessus des maisons pour que la circulation des hommes se fasse et des citoyens se fasse d'une manière. Ça pourrait être une solution pour Gap, non ? Alors, je sais pas si c'est une solution pour Gap, mais ça va être un projet à étudier quand même. Mais de toute façon, c'est une solution qui a été utilisée dans bien des endroits. Enfin, je me souviens. C'était l'exposition universelle, au sud de à Séville, je crois, il y a déjà maintenant plus de 20 ans, et voilà, ils avaient mis en place ce système de transport. Mais je crois que tout système de transport peut avoir un sens, mais à condition de l'étudier, et c'est un des vrais sujets. C'est-à-dire que moi, je crois que pour avancer dans un projet, il faut en regarder tous les tenants et les aboutissants, avoir une véritable étude, et puis après avoir la possibilité de choisir, d'arbitrer entre plusieurs modes. Alors, mode de transport, quand c'est une étude sur autre chose, ça peut être sur une manière d'habiter, sur des voies de circulation, mais voilà, donc c'est à étudier. C'est pas à exclure a priori, mais intuitivement, je suis pas sûr qu'à Gap ce serait forcément la solution la plus adaptée, mais en tout cas, ça mérite au moins d'y réfléchir. Bah oui, parce que ça monte et ça descend quand même, donc ça permettrait. Ouais, ça monte et ça descend, mais après, voilà. Après, il y a toujours une véritable souci, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup d'accessibilité, voilà. Donc, à partir du moment où on a un mode de transport qui est en hauteur, il faut aussi le rendre accessible. C'est-à-dire que toutes les fois où on a un arrêt, il faut l'ascenseur. Il faut l'ascenseur. Voilà. Donc après, a priori, ça serait presque un mode de transport relativement économique à l'investissement, à condition que l'inflation normative dont a été abreuvée ces 40 dernières années ne vienne pas plomber le côté attrayant de la chose par tout ce qu'il faut pour qu'on puisse au final le construire. Donc voilà, mais, encore une fois, c'est à étudier, mais il faut bien en regarder tous les aspects avant de se lancer dans un investissement de ce type. Voilà. Oui, mais avant d'étudier, il faut bien lancer l'idée si on veut qu'elle avance. Mais exactement, comme tout projet, ça commence par une idée, et une idée, ça s'étudie. Eh bien, merci Bernard Josso. On a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps, encore une minute, c'est ça ? On va s'excuser auprès de Fred Laquet, mais on va un peu dépasser parce que comme vous êtes favorable au questionnaire, je vais encore vous faire un questionnaire. Patrick, il aime bien les questionnaires. Moi, j'aime bien les questionnaires. Alors, toujours dans l'esprit Thierry Ardisson, je vais vous soumettre au questionnaire dernier coup. Alors, quel est votre dernier coup dur ? Non, mais alors, mon dernier coup dur, il est assez personnel et j'en parlerai pas. Dernier coup de cœur ? Alors, mon dernier coup de cœur, mon dernier vrai coup de cœur, c'est quelque chose qui m'a un peu changé. C'est le spectacle de Catherine Marnas qu'elle avait lancé l'année dernière, d'après Nancy Houston. Voilà. Mon problème, c'est que tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire sur le titre, mais d'abord, ça m'a donné un éclairage sur finalement
tout un enchaînement d'événements qui était très voilà, ça se passait entre toute une famille new-yorkaise d'origine juive qui a vécu à la fois la guerre, ce qui pouvait se passer en Israël, etc. Et c'était extrêmement fort le texte lui-même, avec une mise en scène absolument extraordinaire. Et ça a été pour moi un vrai coup de cœur, quelque chose qui m'a ouvert sur un autre monde et sur une autre esthétique et sur quelque chose de différent. Voilà. Catherine Barnas, qui a été très longtemps artiste associée avec sa troupe à Gap et qui maintenant a pris le théâtre de Bordeaux. Voilà, c'est ça, nommé le théâtre national de Bordeaux. Votre dernier coup de folie. Alors, je sais pas. C'est la candidature à la ville de Gap. Il doit remonter à très longtemps, ou alors c'est peut-être la candidature à la ville de Gap. Mais alors c'est un coup de folie raisonné, voilà. C'est quelque chose qui a été longuement mûri. Mais ceci dit, voilà, se présenter à une élection, d'une certaine manière, c'est toujours un peu un coup de folie parce que voilà, ça met en jeu un rapport à l'autre qui est quand même difficile et compliqué. Voilà, c'est pas être un homme politique, on dirait toujours que c'est quelque chose comme dans les gènes, que les gens sont hommes politiques depuis qu'ils sont tout petits, et c'est pas vrai. Enfin, on le devient, on l'apprend, mais il y a systématiquement un rapport particulier à l'autre quand on est homme politique, et que ça, c'est voilà, il faut être un peu fou pour le faire. Dernier coup de poker. Là, c'est pas. Alors le coup de poker, c'est de dire, voilà, je mets tout sur la table et je vais gagner la mairie de Gap. Dernier coup de tête. Dernier coup de tête. Oh là là, je sais pas vous dire. Je sais pas ce que c'est un coup de tête. Qu'est-ce que je sais pas, dans le métro, à la pépinière. Voilà, donc si c'est une action violente envers un autre, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Merci. Merci Bernard Josso, merci chers auditeurs. À propos d'ici est terminé cette semaine. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, Jean-René. La semaine prochaine, c'est une émission à propos de santé. On se retrouve dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. À propos de santé, écoutez, on va essayer de garder la santé. Merci Bernard Josso, merci Patrick. C'est moi qui vous remercie.